Bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, la petite présentation que je vais faire va questionner notre capacité à rafraîchir les villes. Alors on sait très bien avec le changement climatique que les villes vont devenir plus chaudes. Il y a énormément d'études qui le montrent et les modélisations... Ah. Non, je suis partie là. Voilà. Ah, d'accord. Donc les modélisations aujourd'hui qui ont été faites même il y a quelques années montrent que l'évolution qu'on vit maintenant était prévue. Donc ça veut dire que l'évolution qui est prévue pour les années à venir va certainement se passer. Et il est indispensable de rafraîchir les villes au mieux pour éviter un usage trop intensif à la climatisation qui a pour effet de réchauffer la ville puisque les climatiseurs rejettent de la chaleur dans la ville. Alors comment est-ce qu'on peut s'y prendre ? Et comment aller plus vite, surtout, pour le faire. Alors, les solutions, il y en a plein qu'on connaît très bien, qui sont étudiées. Une première solution à laquelle on peut penser, c'est la végétalisation. Donc, c'est rajouter des végétaux, parce que les végétaux utilisent de la chaleur et rafraîchissent la ville par ce qu'on appelle l'évapotranspiration, et en plus fournissent de l'ombre. Et plus il y a d'ombre, moins il y a de chaleur qui s'accumule dans les villes. Donc ça, c'est la première solution. Il y en a d'autres, comme l'eau. Donc redécouvrir les rivières, par exemple, qui sont enfouies, ou des ombrages, parce que moins il y a de soleil direct, moins la ville est chaude, moins elle emmagasine de la chaleur. Ça peut être des climatisations aussi, parfois on en a besoin évidemment pour les personnes fragiles, et il y a aussi des façons de climatiser qui sont moins énergivores que d'autres. Donc les climatisations, c'est pas forcément à rejeter, il faut la faire la mieux possible. Il peut y avoir aussi changer la couleur des matériaux pour emmagasiner moins de chaleur, ou alors, ça c'est plus compliqué, changer l'orientation des bâtiments pour générer un peu d'aération, et plus il y a du vent en ville, moins il fait chaud l'été. Donc les solutions, on les connaît. La question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi est-ce que c'est si lent ? Et comment est si limité spatialement ? Parce que c'est vrai qu'on en parle depuis pas mal d'années, et chaque fois qu'il y a des élections, on nous parle de végétalisation des villes, et puis finalement, autour de soi, quand on regarde, on voit que ça ne va pas si vite que ça. Et au-delà, la question, c'est pas de juger, c'est de comprendre pourquoi finalement ça prend du temps de végétaliser les villes. Alors pour cela, moi je propose de regarder un peu ce qui se passe au niveau foncier et quels sont les acteurs engagés et comment on peut faire pour végétaliser. Alors je parle de végétalisation, c'est pas la seule solution, mais en tous les cas c'est une solution qui est un bon compromis parce que d'abord c'est pas très cher par rapport à d'autres solutions, ça a beaucoup de vertus, dont des vertus aussi pour la biodiversité. Les gens aussi aiment bien être dans des environnements plus végétaux. Donc c'est vraiment une solution qui n'est peut-être pas l'unique solution, en tous les cas c'est une bonne solution. Alors, donc après, pour comprendre les rythmes, moi je vous propose de regarder quelques exemples, qui sont des exemples réels, pris dans une collectivité au sud de la France. On prendrait une autre collectivité, on aurait à peu près les mêmes événements. Donc là, on a un territoire qui, dans les années 60, est un territoire agricole. Donc là, on a un territoire agricole avec un mas autour, et puis la ville a grandi. Et donc, il y a une pression urbaine et une artificialisation des sols pour y mettre des activités et de l'emploi. Donc ça, on comprend bien. Alors ça, c'est en 2005. On voit c'est le même espace, hein. Et le mas a été préservé et finalement la végétation, enfin le sol agricole a été transformé par un sol artificialisé, mais il y a quand même des arbres qui sont plantés. Donc en vert, là je vous ai montré les zones d'arbres, et puis des arbres aussi qui sont enlevés pour l'aménagement. Et aujourd'hui, donc on voit la même situation avec des arbres qui ont poussé. Et puis des territoires qui sont rendus, par exemple le territoire en vert à droite, qui est une zone de rétention d'eau en cas d'inondation. Donc il y a un aménagement qui se fait au cours du temps. Mais ça a pris des années, et c'est une évolution du territoire avec moins de végétalisation. Alors quand on regarde dans le détail pour comprendre ce qui se passe, en fait il y a un agriculteur qui décide qui a la possibilité de vendre son terrain parce que le plan d'occupation a changé et qu'il a le droit de le faire. Donc c'est la mairie qui donne le droit de changer de type d'occupation. Après, c'est un aménageur qui va réaménager cet espace géographique et qui va construire des routes, qui va planter quelques arbres. Donc là, on lui avait demandé de planter des arbres. Et puis, une fois que c'est réaménagé,
il va revendre les territoires, enfin, vendre les territoires à la mairie qui va s'occuper des routes, et puis à des enseignes qui vont utiliser ces territoires pour mettre un carrefour ou un autre magasin. Donc là, on voit un petit peu comment ça se passe, et on voit qu'il y a quand même pas mal d'acteurs, et que ça prend un certain temps. Alors je reprends la même commune, un petit peu à côté, où deux images en 2005 et puis en 2022. Alors, la différence entre 2005 et 2022, la grande différence, c'est qu'il y a un tram qui a été construit. Le tram, c'est bien parce que quand on a un tram, on dépense moins d'énergie, donc on est plus vertueux. Donc ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe autour de ce tram? Donc en fait, quand on va regarder, là, je vais avoir un regard sur les végétaux. Alors, autour du tram, on a effectivement, le tram c'est en vert, hein, on a une végétalisation, donc il y a eu un tram et l'aménageur pour la métropole a planté des arbres pour avoir plus de végétaux et pour que ce soit plus agréable. Mais autour de ce tram, eh ben, les territoires ont changé d'utilité et il a été possible de construire des appartements. Et ça, c'est pour rendre rentable aussi le tram. Le tram, il est rentable s'il y a des gens qui habitent et qui prennent le tram. Donc, c'est utile. Mais alors, quand on regarde dans le détail, on voit, et je l'ai montré en pointillé vert, toutes les zones qui sont des jardins avec plein d'arbres, qui finalement sont transformées vont disparaître. Donc, toutes les zones en orange à droite, en fait, étaient végétalisées en 2005 et ont perdu de la végétalisation, donc au profit d'habitations collectives. Et là, on voit en fait le mécanisme progressif de perdre, alors qu'on sait qu'il faut végétaliser, et bon, alors c'est bien de construire un tram, c'est bien de loger des gens, mais alors petit à petit, l'acquis végétal disparaît, sans s'en rendre compte vraiment, parce qu'il y a un promoteur qui construit un immeuble, un autre promoteur qui construit un immeuble, donc on ne s'en rend pas bien compte, mais quand on regarde la vue d'ensemble, on voit qu'il y a énormément de végétaux qui sont perdus. Alors comment ça se fait ça? Alors si on regarde, il y a quand même des normes et des règles. Alors moi j'ai regardé le PLUI, donc le PLUI, c'est ce qui met les règles de construction dans les territoires, chaque fois qui vous autorise ou non à faire certaines constructions sur différents terrains. Et là, ce qui est dit dans ce PLUI-là, c'est que dans cette zone-là, parce que vous savez que ça fonctionne par zone, toute nouvelle construction doit posséder au minimum 20% d'espace libre, dont la moitié en pleine terre. Alors du coup, en fait, les promoteurs, ils ne sont pas bêtes, ils ont essayé de maximiser leur profit, donc leur aménagement. Et au total, il reste que, alors qu'on avait pas mal de végétaux, il reste une toute petite bande de terre qui doit faire 10% à peu près de la totale, et puis le reste avec des végétaux par-ci par-là, et même sur le toit, parce qu'il y a une compensation quand c'est pas en pleine terre, on arrive à 20%. Et on ne s'en rend pas tout à fait compte, hein, c'est des règles qui sont importantes, et avec des pourcentages qui sont imposés pour arriver à loger le plus possible de personnes, et qui, au final, en fait, génèrent une perte de végétalisation, alors qu'on sait aujourd'hui, on a des tas d'études qui montrent qu'il faut faire un effort de végétalisation. Alors, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la végétalisation, c'est vraiment très vertueux, mais c'est l'affaire de tous. Donc il y a effectivement les collectivités qui peuvent planter des arbres dans l'espace qu'ils gèrent eux-mêmes, mais une collectivité, elle n'a qu'un certain pourcentage du territoire. Le département a aussi un autre pourcentage de territoire, c'est les routes départementales, elles sont au département, l'État a les routes nationales, et puis il y a aussi les propriétaires comme ceux qui habitent dans des petites maisons qui peuvent être aussi acteurs de la végétalisation. Et puis, il y a aussi tout un tas d'autres propriétaires. Il y a des propriétaires fonciers de grandes enseignes. Il y a des propriétaires fonciers investisseurs qui, eux aussi, peuvent jouer un rôle et réaliser une végétalisation. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, ce sont les enjeux qu'on a sur les années à venir, de faire évoluer les réglementations, les incitations, parce que même si une collectivité communique sur la végétalisation, elle va être relativement limitée. Alors Béatrice va nous parler tout à l'heure des sols urbains. C'est difficile de planter des arbres dans des sols qui sont très 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 urbanisés, qui sont très artificialisés, parce que le sol est très pauvre.
Donc déjà, c'est une des conclusions, végétaliser, mais aussi préserver l'existant. Quand vous avez déjà de la végétation sur un sol qui permet d'avoir une végétalisation, ça veut dire que des végétaux, ça veut dire que votre sol est déjà riche et il permet d'avoir des végétaux. Donc il y a vraiment deux soucis qu'on a. Déjà, préserver comme on peut l'existant, en préservant le plus d'arbres possible et les terres pour pouvoir faire de la végétalisation. Et puis aussi, comptez pas que sur les collectivités, elles font les règlements, elles ont du territoire, mais aussi sur tous les autres territoires, qui sont les territoires fonciers privés des individus, mais aussi des collectifs, comme les propriétaires, les grands investissements, les grandes enseignes. Autour des villes, on a des tas d'enseignes qui appartiennent à Carrefour ou à d'autres propriétaires fonciers d'activités économiques. Peut-être que ces territoires-là pourraient être aussi végétalisés pour augmenter la végétalisation totale de la ville. Voilà, ce sera tout pour ma présentation. Merci beaucoup, Anne. Merci. Donc moi, je vais vous parler en fait des défis de la ville face aux évolutions climatiques et à la dépendance énergétique. Donc en gros, voilà, la ville, ça représente 80% du PIB, donc génération de richesse économique, concentrée sur 2% de la surface terrestre, si on regarde à l'échelle planétaire. Et, comme l'a dit Stéphane, en 2050, ça va concentrer 3/4 de la population mondiale. D'où les enjeux qui sont énormes en termes d'urbanisation, de contrôle de cette urbanisation et surtout de pouvoir guider cette urbanisation sur des aspects autres qu'esthétiques, comme ça l'est fait actuellement. L'empreinte environnementale, alors j'ai fait une faute sur empreinte, mais elle est volontaire. C'est un emprunt aussi au niveau ressources. Donc l'empreinte environnementale, comme je vais vous le montrer, elle est aussi énorme. Et il y a beaucoup de progrès qui sont faits, justement. On parle de circuits courts, de réutilisation. C'est des voies qui sont aussi à regarder. Ce qui m'intéresse, moi particulièrement, c'est produire de la ressource et produire en particulier de la ressource énergétique. Notamment, ça prend toute sa valeur dans le contexte actuel, avec les problématiques d'accessibilité à l'énergie et de la sécurisation de cette accessibilité. Et puis, on s'aperçoit que tout est lié, en fait, si on veut produire localement de la ressource, il faut de la place. Que ce soit énergétique, que ce soit au niveau végétation et ainsi de suite. Et donc, il est nécessaire de pouvoir avoir des indicateurs qui vont permettre de guider cet aménagement urbain dans un contexte de densification. On n'y coupera pas, en fait, à la densification par rapport à toutes les problématiques de la croissance de la population mondiale. Alors, si on fait un schéma, ça s'apparente, si on s'occupait d'un écosystème, si on regardait un écosystème, on peut comparer la ville à un écosystème. Il y a des entrées. En fait, finalement, cet écosystème, pour vivre, il a besoin de ressources. De ressources en énergie, en minéraux, en eau, en biomasse. Le côté ville consomme en fait 60 à 80% des ressources mondiales sur toutes ces catégories. De l'eau, des minéraux, de l'énergie, et puis rejette finalement ce qu'on peut appeler des métabolites, donc à des rejets, qui très souvent, contrairement à un écosystème vivant, ne se fait sans recyclage, sans réutilisation en fait de ces ressources rejetées. Mais pareil en eau, en minéraux. Minéraux, titre d'exemple, c'est lorsqu'on va déconstruire. Déconstruire, très souvent, en fait, tout ce qui est issu de la déconstruction, on ne sait pas quoi en faire. On l'entrepose dans des décharges à ciel ouvert. Alors, c'est pas très nocif, on va dire, par rapport à l'environnement, c'est plutôt neutre, mais quoi qu'il en soit, on n'en fait rien. Et tout ce qui est issu de la déconstruction, c'est supérieur à tout le volume d'ordures ménagères que l'on va rejeter à l'échelle d'une ville. Voilà comme exemple. Il y a en plus de l'énergie qui est encore peu utilisée, l'énergie solaire, comme dans tout écosystème vivant. On a besoin de cette énergie solaire. Il y a peut-être des moyens de la valoriser un peu mieux.
Et puis il se passe tout un tas de phénomènes à l'intérieur de ces villes. Donc on a parlé de l'effet d'îlot de chaleur urbain. On a aussi des problèmes de pollution et très souvent c'est relié aussi à notre accessibilité à la ressource, comme je vais vous le montrer. Donc en fait, en plus ces villes, elles sont relativement vulnérables par rapport au changement climatique. On a vu que les épisodes caniculaires vont tendre à s'augmenter, à se rapprocher dans le temps, et en plus en intensité, à être plus forts. C'est d'autant plus le cas au niveau des villes européennes. Il a été démontré dans une publication cet été qui est parue dans Nature que en fait, l'Europe va être plus particulièrement impactée par ces effets caniculaires par rapport au jet stream, qui en fait finalement permettait d'équilibrer entre de l'air froid qui venait du nord et de l'air chaud qui venait du sud. Et en fait, cet air froid qui vient du nord, il est de plus en plus chaud. Et en fait, ce qui explique que finalement, on a beaucoup d'air qui vient du sud sans avoir un front qui vient tempérer ça. Et donc, en gros, les villes européennes vont être confrontées à ces effets caniculaires. Il y a l'effet en plus qui vient se rajouter dans ces milieux urbains de ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain et qui finalement lié en fait au fait qu'on a des matériaux qui sont plutôt capteurs d'énergie solaire, stockeurs de cette énergie solaire, l'agencement des bâtiments entre eux, qui fait que c'est très important de regarder cet agencement par rapport justement aux effets du vent, aux interactions entre les bâtiments qui vont rayonner les uns sur les autres. On a d'autres phénomènes comme les rues canyons et ainsi de suite. Ce qui fait que par rapport à l'extérieur des villes, où on mesure très souvent la température, c'est au niveau des aéroports, on peut avoir 2 à 3 degrés en moyenne sur l'année, comme je vais vous le montrer plus tard, d'écart de température entre un milieu urbain et un milieu rural. Et puis on peut avoir des pointes de plus de 10 degrés en fait, en dynamique à certains moments de l'année. Lorsque l'on s'intéresse à cet aménagement urbain par rapport aux problématiques d'effet d'îlot de chaleur urbain, on s'intéresse aussi à l'accessibilité à la ressource et en particulier à l'intégration massive d'énergie solaire au niveau urbain. On s'aperçoit que finalement, tout ce qui renforce l'effet d'îlot de chaleur urbain limite l'accessibilité à la ressource solaire et intensifie le côté pollution. Donc ces 3 paramètres sont très liés au niveau de l'aménagement urbain. C'est-à-dire que plus on aura accessibilité à la ressource solaire, plus on aura des quartiers qui auront tendance à être ventilés et avoir un effet d'îlot de chaleur urbain limité, et pareil au niveau stagnation de la pollution. Pourquoi j'ai indiqué que c'est source aussi de l'accroissement des inégalités sociales? Parce qu'en fait, finalement, on se dit l'énergie solaire, elle est abondante sur un territoire urbain, on va pouvoir la collecter, on va pouvoir la convertir et l'utiliser sur ce territoire urbain. Or, c'est dans les zones les plus denses où on aura le moins de possibilités d'intégration de composants solaires, puisqu'on aura des effets d'auto-ombrage entre les bâtiments. On a finalement la surface d'intégration qui est limitée aux toitures, et c'est plutôt dans les zones pavillonnaires, où on a des maisons, qu'on aura les plus grands potentiels d'intégration de composants solaires au niveau des toitures, voire éventuellement la possibilité de coupler à la mobilité électrique si on a la possibilité de charger ses voitures. Donc c'est très complexe, mais tout va dans le même sens, c'est-à-dire trouver de nouvelles façons d'aménager ces espaces urbains et de regarder aussi l'aménagement en termes de volume. Ici, un exemple en fait de densification. On va dire qu'on veut, sur un quartier, rajouter des bâtiments. Là, ça correspondrait à 200 000 m3 en volume dans notre simulation, qui correspondrait à 70 000 m2 de surface habitable au niveau des bâtiments. Ce que l'on montre, en fait, nous qui travaillons sur la possibilité de produire de l'énergie solaire à base de ressources solaires pour des consommations locales, c'est qu'à volume construit équivalent, on peut atteindre des écarts de 200% en termes de potentiel de production d'énergie solaire. Entre ce que je vous montre sur la position A, avec des bâtiments qui finalement ont à peu près toute la même taille, sont rangés les uns par rapport aux autres, et des bâtiments qui auraient des formes
optimisé, à la fois par rapport à l'accessibilité à la ressource solaire, mais on aurait aussi un impact positif sur d'autres aspects, comme je vais vous le montrer plus tard. Donc, entre ces deux configurations, où finalement la surface construite est équivalente, on peut avoir des écarts importants, ne serait-ce que sur le potentiel d'intégration solaire et de production locale d'énergie. Et ça, on le retrouve, comme je vous l'ai indiqué, sur l'effet d'îlot de chaleur urbain et sur l'effet des zones polluées, en fait. Donc j'ai repris les mêmes quartiers. On s'aperçoit du coup que finalement, lorsque les bâtiments sont de même hauteur, bien rangés les uns à côté des autres, c'est là où on a les effets d'auto-ombrage maximum. Et donc, finalement, le potentiel d'intégration solaire, si on s'attache aussi à regarder les façades, qui est plus limité que justement si on a fait un aménagement presque aléatoire en termes de hauteur, d'agencement des bâtiments les uns avec les autres. C'est dans un aménagement aléatoire qu'on a le plus de chances d'avoir le plus grand accessibilité à la ressource. Et on retrouve ça au niveau des effets d'îlot de chaleur urbain. J'avais rencontré un chercheur qui, lui, se positionnait là-dessus et qui avait travaillé sur New York, où justement les bâtiments étaient bien agencés, de même taille, dans des rues bien ordonnées. Et en fait, il a démontré que c'était dans ces quartiers justement très agencés, avec des bâtiments de même hauteur les uns à côté des autres, qu'on a les effets d'îlot de chaleur urbains les plus importants, parce qu'on a des effets de captation du rayonnement solaire qui vient au niveau des rues, donc ce qu'on appelle l'effet de canyon. On a la ventilation qui est limitée, puisqu'en fait on n'a pas tous les espaces qui sont limités. Et du coup, ventilation limitée, effet du vent limité, ça veut dire qu'on a aussi des zones de stagnation de pollution. Donc voilà, en fait, en termes de démonstration, c'est de montrer qu'en fait, actuellement, les villes, elles sont aménagées, ou les agencements de bâtiments, lorsqu'on regarde le plan d'aménagement urbain, c'est souvent de mettre des bâtiments de même hauteur, très proches au niveau morphologie, les uns à côté des autres, pour des effets essentiellement d'esthétique, de morphologie urbaine. Alors qu'il est nécessaire de regarder maintenant d'autres critères. Après, on fait son choix, mais en tout cas, il y a d'autres façons et d'autres critères qui peuvent venir alimenter la façon d'aménager nos espaces urbains. Et notamment, si on regarde le potentiel de production d'énergie à partir de l'énergie solaire, l'effet d'îlot de chaleur urbain et les effets de pollution. Là, vous avez en dynamique, en fait, on travaille beaucoup sur le Grand Genève, cette illustration en fait, des différents climats à l'échelle d'une même métropole. Ce que vous avez là qui évolue, c'est l'écart de température, donc ce qu'on appelle l'intensité de l'îlot de chaleur urbain, l'écart de température, ce qu'on a au niveau de mesuré dans la ville par rapport à ce qu'on en a à l'extérieur du Grand Genève. D'accord ? Donc en gros, c'est un écart moyen qui est décrit mois par mois de l'année. Et donc on oscille entre 2 et 3 degrés. Sachant que Genève, ce n'est pas la pire des métropoles au niveau densification et hauteur d'immeubles. Donc c'est déjà là de 2 à 3 degrés en moyenne sur toute l'année. Et on a identifié au maximum, en période de canicule, 10 degrés d'écart. Donc par exemple au mois de juillet ou au mois d'août, par rapport à une température qui est mesurée à l'extérieur de la ville. Voilà, donc je m'arrêterai là-dessus, mais en gros, le message que je veux faire passer, qui rejoint un peu ce qu'avait dit Anne, c'est qu'il est nécessaire de regarder ces espaces urbains, ces volumes urbains, sous un autre angle que l'angle purement esthétique, et qu'il est nécessaire de se pencher en fait sur d'autres critères d'aménagement urbain qui permettraient de rendre ces espaces mieux vivables, plus sains, si on parle de pollution, et de pouvoir être un peu plus productif en termes de ressources, et en particulier en termes de ressources énergétiques. Voilà, je vous remercie. Merci. Bonjour à tous.
Alors donc moi, en effet, je vais vous emmener à la rencontre du sol urbain au travers la question de la culture sur ces sols. Il y a 3 ans à peu près, j'étais dans un groupe de travail donc sur la métropole de Nantes autour de l'idée de création d'une maison de l'agriculture urbaine. Donc sujet de très forte actualité. Et le président d'une association, qui est en premier plan au niveau de Nantes Métropole, m'interpelle et il me dit moi, de toute façon, ce que je propose, c'est que de la culture en bac. Dans les grandes métropoles, on ne peut pas cultiver sur les sols urbains. Ok, donc voilà, donc j'acte ça. Et donc, on va parler de cette question, hein, cultiver en pleine terre, en milieu urbain, est-ce que c'est possible? Alors, je vais voir un petit peu, je vais faire un petit sondage. Donc, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui répondraient oui à cette question? Très bien. Ok. Et les non? Ok. Et on s'abstient. D'accord. Donc, une majorité de oui. Eh bien, on va voir un peu quelle est la situation en ville de ces sols et puis comment on peut répondre à cette question. Alors, tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de sol urbain? La photo que je vous présente ici rejoint celle de Anne au niveau des... Merci. Excusez-moi. Voilà, très bien, merci. Rejoint celle de Anne. Donc celle-là, la première vision qu'on peut avoir du sol, c'est la vision surfacique. La vision à plat, c'est la vision de l'aménageur, de l'urbaniste. On a une deuxième vision, c'est celle des ceux qui font de la construction. Le BTP, hein, construction d'immeubles, donc le 3D au-dessus de la surface. Mais les aménageurs, les gens du BTP, du génie civil, ils ont aussi une composante 3D pour le sol. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Pour faire les fondations, ils escavent. Ils escavent le sol. Donc on élimine, on sort des millions et des millions de mètres cubes. Hein. Vous êtes en train de vivre le Grand Paris, là, hein, si vous habitez par ici. Donc on escave, on prend les sols, on les transporte, on les emmène ailleurs ou on les garde de temps en temps sur place pour refaire des remblais. Mais dans ce cas-là, quelle est la vision des gens du BTP? Pour eux, le sol n'est qu'un matériau, c'est quelque chose d'inerte. Et puis, on a la troisième vision, qui est aussi une vision 3D, et qui, elle, est portée à la fois par nous, les spécialistes des sciences du sol, mais aussi par les paysagistes. C'est toujours une vision 3D, mais qui introduit le sol en tant que système vivant de l'ensemble de la ville. Et donc là, on considère le sol dans l'écosystème urbain. Les collègues ont déjà utilisé ce terme-là, donc l'écosystème urbain. Et ça, c'est la position au jour d'aujourd'hui que nous devons tous adopter, se mettre dans la tête que notre ville, même si c'est très artificialisé, même si on a beaucoup de surface minérale, c'est un écosystème. Et donc, d'un point de vue du sol, on est amené en fait à ce qu'on appelle changer de paradigme ou changer de vision, c'est-à-dire passer d'une vision le sol en tant que support, donc en 2D, à une vision 3D où le sol va être une ressource. Donc ce changement de paradigme, il est en train de s'opérer en fait depuis une dizaine d'années au niveau des collectivités. Donc beaucoup de nos maires, de nos services techniques s'emparent de cette notion, de ce changement de vision du sol parce qu'il y a une demande sociétale forte et aussi ils sont investis dans leur mission de permettre aux habitants d'avoir des lieux de vie qui soient meilleurs, plus résilients, plus adaptables. Donc ce changement donc, imprègne nos collectivités, mais également les aménageurs. Il y a un réseau des aménageurs au niveau national qui, depuis une bonne dizaine d'années, fait venir des spécialistes pour changer justement ces visions et faire des opérations d'aménagement beaucoup plus durables, beaucoup plus conformes à ce qu'on doit avoir pour adapter les villes. Alors pourquoi est-ce nécessaire de considérer ce sol en tant que ressource ?
Le terme ressources, on l'utilise depuis au moins une bonne vingtaine, trentaine d'années pour l'eau. Ça, vous savez, je pense tous que l'eau est une ressource indispensable à toute vie. Bien, l'idée, c'est pour le sol de faire pareil. Le sol, en fait, nous procure des fonctions et au travers de ces fonctions, des services qu'on appelle les services écosystémiques, simplement des services rendus à l'humanité. Le premier service, c'est celui de la production alimentaire. On a plus de 90% de notre alimentation qui vient des sols, qui est donc la culture, mais aussi l'élevage, les forêts, la ressource bois, la ressource chanvre, etc. Tout ça, ça nous vient des sols. C'est cette première fonction, fonction de production. La deuxième fonction, très importante aussi au jour d'aujourd'hui où nous sommes en train de développer des solutions pour lutter contre les effets du changement climatique, c'est le sol qui est lieu de stockage du carbone. Il faut savoir, en fait, un petit indicateur, c'est que le sol stocke 2 à 3 fois la quantité de carbone qui est présent dans l'atmosphère. Dans les 30 premiers centimètres d'un sol, on a entre 1,5 et 2,4 milliards de tonnes de carbone qui est piégé, la surface globale. Ensuite, troisième fonction, le sol, lieu d'infiltration, milieu qui permet à l'eau de s'infiltrer, donc de passer de la surface pour aller recharger les nappes phréatiques, les nappes souterraines, donc qui sont indispensables évidemment pour qu'ensuite on puisse avoir cette eau au robinet ou l'eau pour l'agriculture. Et puis une quatrième fonction, parmi les plus importantes du sol, c'est le lieu d'accueil de la biodiversité. 30% de la biodiversité mondiale est dans les sols. Donc des milliards de micro-organismes qui sont présents sous nos pieds et qui sont indispensables au fonctionnement, en fait, à une fonction sur le cycle du carbone, le cycle de l'eau et les productions, le cycle des nutriments qui va permettre aux végétaux de pousser correctement. Tout ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a une nouvelle notion qui vient, c'est que si vous voulez gardé en tête une image de ce sol, le sol, c'est la peau de notre terre. C'est la peau, ça permet les échanges en fait, entre l'atmosphère et les liquides, ça donc laisse passer des choses, ça protège, ça stocke. Voilà. Donc vous gardez cette image-là de peau de l'atmosphère. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout ça, ce sont des fonctions, des services indispensables. Et qu'est-ce qui s'est passé par rapport pour les sols en milieu urbain? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un phénomène d'artificialisation donc, des sols, donc un passage d'un état de sol naturel à un sol dégradé au cours du développement des villes, depuis que l'homme s'est sédentarisé, a commencé à développer, donc faire des constructions d'habitats, mais aussi d'artificialisation qui est liée aux activités humaines en elles-mêmes. Donc quelques exemples de ces processus d'artificialisation, l'imperméabilisation, non seulement par le bâtiment, mais également par le développement des infrastructures. Vous savez que nos routes sont recouvertes d'enrobés bitumineux. Les parkings, ils contribuent aussi à cette imperméabilisation. L'aspect pollution, donc nos activités ont produit des déchets qui ont été stockés dans les sols, ou alors si on a des déversements de liquides contaminés qui se sont infiltrés dans les sols, 2 grandes familles ou 3 grandes familles de pollution, la pollution aux éléments métalliques, la pollution aux organiques, type produits phytosanitaires ou hydrocarbures, et la troisième pollution dont on parle, qui vient et qui est très très au devant de la scène, actuellement, c'est la pollution biologique ou par rapport à certains pathogènes. Donc ça, voilà, trois exemples de processus d'artificialisation qui ont fait que la qualité des sols s'est, au niveau de certains endroits de la ville, dégradée. Alors,
Au niveau des communautés scientifiques, on a par rapport à ces sols, il y a beaucoup de progrès à faire. Là, j'ai mis 2 images, 2 ouvrages portant le même titre, Sous les pavés, la terre. Avec 2 positionnements. 2009, vous voyez ce qui domine, c'est la chaussée. On voit une voiture, un vélo, chaussée, trottoir, et puis un petit coquelicot. 2021, donc plus de 10 ans plus tard, on est toujours en milieu urbain, l'immeuble nous le rappelle, mais devant cet immeuble, un grand espace où on a des parcelles de potagers qui ont pu être développées et donc une personne en train de cultiver ces sols. Donc ceci rejoint en fait le changement de paradigme aussi que je vous montrais tout à l'heure, et c'est ce vers quoi finalement, pour répondre à la demande sociétale actuelle, nous devons essayer d'aller. Alors, par rapport aux questions de l'anthropisation ou de l'artificialisation, c'est un autre thème, anthropisation, mais ça veut dire la même chose, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, plusieurs solutions. La première solution, c'est d'acquérir des données sur la qualité des sols. On a beaucoup de données sur les terres agricoles, mais finalement, parce qu'on a des difficultés d'accéder aux sols en milieu urbain liés aux revêtements, aux immeubles construits partout, eh bien, on manque de données, on a très peu de données. Donc, d'un point de vue scientifique, c'est notre travail actuellement de constituer des bases de données pour pouvoir ensuite cartographier les propriétés des sols et cartographier la qualité. Et donc ceci va nous permettre au niveau d'aider les collectivités finalement à définir des endroits où on a des sols de bonne qualité, qui ont une fertilité, qui n'ont pas de pollution, qui vont permettre lors des opérations d'aménagement, deuxième solution, de préserver les sols qui sont propices à la culture en ville. Voilà, donc ça, c'est 2 solutions. Puis la troisième solution qu'il ne faut pas écarter et qui correspond à ce que m'avait dit donc, le président de l'association, c'est la culture en bac. Profiter de tous les endroits, même les endroits pollués, pour faire de la culture, parce que ça répond à une demande des citoyens et un besoin aussi donc d'espace, d'accéder à de la verdure. Donc profiter, développer cette culture en bac également, dans des endroits où on ne peut pas faire de culture en pleine terre. Et donc pour terminer, si on revient à la question initiale, peut-on cultiver en pleine terre en milieu urbain? Donc une réponse double, oui, parce que environ, là on a une estimation, on commence à avoir des estimations au niveau français, 50% des surfaces dans les grandes métropoles seraient donc propices à la culture, auraient au moins une partie des fonctions permettant de cette culture, donc 50% de l'espace urbain. Donc oui, ces surfaces existent. Maintenant, il faut aller les caractériser, définir les fonctions et les préserver. Et puis non, parce que effectivement, dans beaucoup d'endroits de nos villes, les sols sont devenus sont contaminés ou n'ont pas les propriétés agronomiques suffisantes pour faire de la culture. Donc réponse double, oui et non. Et je suis contente de voir que dans la salle, il y avait quand même beaucoup de oui. Donc voilà, il faut allez-y, chercher des endroits, profiter de demander auprès de vos collectivités pour trouver des espaces propices à la culture, au jardin potager, parce que ce sont des objets urbains multifonctionnels, et je pense que ceux qui font du jardinage le savent aussi bien que moi. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute.